En Guinée-Bissau, évoquer la présidentielle, la victoire de l'opposant Umaro Sissoko. Nous parlerons aussi de la Côte d'Ivoire où Charles Blé Goudé a été condamné à 20 ans de prison par contumace. L'Angola, les taux judiciaires qui se resserrent autour du clan Dos Santos et puis le Togo. Candidature d'Agbéomé Kodjo, désigné donc par Kodjo, candidature qui ne fait pas du tout l'unanimité autour du plateau pour évoquer ces sujets. Je reçois aujourd'hui Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les téléspectateurs. Jeff Le Prince, journaliste à Radio Lumière. Bonsoir Jeff. Bonsoir à tous les téléspectatrices et téléspectateurs de Niveau TV. Adam Adjeronou, directeur de publication de Vision. Bonsoir Adam. Bonsoir Samuel, bonsoir téléspectateurs, téléspectatrices et bonne année à tous. Et comme c'est vendredi, vers la fin, on va attribuer les notes pour un fait ou un événement qui aura marqué durant la semaine. Germain, tradition oblige. Les notes... déjà... Non, pas les notes déjà, tradition de nouvelle an. Ouais. Oui, on remercie déjà Dieu de nous avoir permis de voir 2020 parce que c'était pas évident. Entre le 31 décembre et le 1er janvier, c'est beaucoup de choses malheureusement. Et donc, nous qui avons survécu, on ne peut que dire merci. Que 2020 soit une année plus porteuse d'espérance, de prospérité. Jeff? Oui, merci Samuel. À toi d'abord, je te présente mes vœux de santé. Et à tous les Togolais, à toutes les Togolaises, je leur souhaite mes vœux de prospérité et surtout de paix. Vous savez, quand vous sortez un peu du Togo, vous avez la chance d'aller dans d'autres pays. Les gens n'ont même pas la chance de sortir comme nous le faisons au Togo, en période de fête. Mais Dieu aidant, nous sommes dans une dynamique de paix aujourd'hui que moi je dis c'est un acquis, il faut préserver cet acquis. Donc j'invite tous les Togolais de tous bords de cultiver la paix, quel que soit le problème, de toujours discuter et de trouver le terrain d'entente. Adam, vous avez déjà fait il y a encore à dire. J'ai bien anticipé, je crois que tout est dit. Oui. Et nous ne pouvons que, dans la même dynamique, souhaiter ces vœux-là à tous ceux qui nous suivent, surtout de l'intérieur du pays, dans les contrées du pays, dont nous leur souhaitons les meilleurs vœux, il y a toujours la dynamique. Et pourquoi nous revenons toujours par des propositions, même instaurer le regard croisé que nous avions toujours continué ici ensemble. Merci beaucoup, Guinée-Bissau. Pour commencer, le candidat du parti de l'opposition G5, Umaro Sissoko Embalo, est arrivé donc en tête du second tour de la présidentielle de dimanche 29 décembre. Il remporte le scrutin avec 53,55% des suffrages que donc la Commission électorale nationale a annoncé. Son adversaire, également ancien Premier ministre et chef du parti PAIGC, Domingos Simoes Pereira, lui, il a remporté 46,45%. La participation est forte, 72% des inscrits se sont votés. Il faut rappeler que M. Pereira conteste donc ces résultats et a déposé un recours devant la Cour suprême Bissau guinéenne. Jeff Le Prince, voilà qui se termine bien pour la Guinée-Bissau. Oui, ça se termine bien. C'est vrai que, comme tu l'as dit, mais au lendemain de la présidentielle, est-ce que ça va se terminer bien? D'autant plus que qui parle déjà de recours, étant au pouvoir et organiser une élection et les perdre, c'est beaucoup de choses. Et donc, si l'opposant arrive à remporter sur le sortant aujourd'hui, ça dit... Non, en fait, le véritable sortant, lui, il est déjà écarté dès le premier tour. Ah oui, il a le chef du plus grand parti, du plus grand parti. Donc, ça veut dire beaucoup et vous avez fait allusion au taux de participation de 75 et de 72%. Donc, ça veut dire simplement que la population guinéenne est justement une alternance ou un changement de carte. Et été fait, tout compte fait comme il y a les institutions, ou bien la CEN, voilà, chez eux. Donc, je pense que c'est à elle maintenant la responsabilité de situer si les gens vont faire de recours. Il faudrait quand même monter les justificatifs pour pouvoir faire
et la société civile, la responsable d'une organisation de la société civile qui déclare que les élections se sont et donc ne trouve aucun inconvénient dans ce qui se passe. L'essentiel est que la Guinée vient de sortir d'une situation. Il faudrait une nouvelle ère pour le peuple guinéen. Donc aujourd'hui, on verra les institutions de ce pays vont dire si ces recours s'avèrent vraiment vrais. Germain Pouli, vous avez compris cette mathématique électorale, c'était un peu comme la Guinée d'Alpha Condé, c'est le deuxième qui remporte le second tour finalement. Oui, au premier tour, il s'en sortait avec 28%, dans l'autre avec 40%. Et donc, avec 40%, Pereira pensait qu'il lui manquait juste 10% et quelques petits trucs supplémentaires, ce qui n'était pas évident. Mais il faut dire que c'est un scrutin qui a eu beaucoup de rebondissements parce qu'il y a le président sortant qui était candidat, il est sorti 4e. Il est rallié à celui qui a remporté aujourd'hui. Il faut aussi préciser que tous ces candidats-là sortent du même parti, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Donc c'est un parti qui a géré le pays donc, depuis une quarantaine d'années. Et ce parti s'est scindé. Donc, les partis dissidents de ce premier parti-là qui aujourd'hui s'affrontent. Donc, je pense qu'il y a eu un besoin d'alternance. Certains n'ont pas de position. À la dernière minute, le président sortant aussi s'est présenté candidat. Et donc, ça fera ce parti-là et ça a permis que le jeu soit ouvert, à mon avis. Et les alliances aussi ont joué. Le président sortant qui sort 4e, qui accepte plus ou moins sa défaite, mais apporte son soutien donc, au vainqueur en ce moment. Et donc, je pense que ça a été un jeu ouvert. L'ONU, la CEDEAO, les institutions qui accompagnent ce processus sont félicitées comme la commission électorale pour avoir bien conduit ce processus. Maintenant, le candidat Pereira dit qu'il y a des preuves qu'il y a eu des fraudes. Donc, on attend qu'il présente ces preuves-là à la justice. Mais il y a quand même une curiosité de sa part, c'est que dès que le scrutin de dimanche s'est produit, c'est celui qui est déclaré vainqueur actuellement qui parlait de fraude, qui disait même avoir des enregistrements du président de la commission, comme quoi il voudrait favoriser Pereira. Pereira n'a jamais dit qu'il y avait des irrégularités. Et dès qu'il est déclaré perdant, il dit non, que c'est irrégulier. Oui, bon, en fait, c'est stratégique. Je pense que c'est l'un de ceux qui a réussi ça, c'est le président Trump aux États-Unis. Parce qu'il avait annoncé qu'il ne reconnaîtrait pas sa défaite. Et quand l'élection était en cours, il criait déjà à la fraude du démocrate. Ce qui fait que ça empêche en fait la fraude. Quand un candidat qui se sent en difficulté, qui ne gère pas réellement les choses, le fait. Donc finalement, peut-être qu'en criant à la fraude, il a pu limiter la fraude. Et maintenant que la tendance s'est renversée, c'est le perdant qui était tout confiant avec 40% au premier tour, qu'il ne restait que 10 points donc à marquer, passer, qui crie à la fraude. Mais on attendra de voir les éléments dispose et puis l'appréciation que les juridictions en feront. Adam Adjonou, c'est fini, il faut dire que c'est grâce à autre chose? Pas totalement. Vous savez, les élections en Guinée-Bissau, moi, je laisse présager un peu deux analyses. D'abord, dans un premier, on constate que nous sommes en face d'une population qui avait donc cette de pouvoir donc changer les choses parce que vous savez, la Guinée-Bissau habituer l'opinion à des situations un peu irréversibles, puisque c'est un pays un peu où nous avions connu, ou du moins c'est des situations d'instabilité. Il y a eu 16 tentatives de coups d'État, 4 coups d'État en 40 ans. Tout à fait. Par rapport à cela, moi je pense qu'aujourd'hui, étant donné que la calmie est un peu revenue compte tenu de l'effort qu'a fourni la CEDEAO en faisant en sorte que les protagonistes, les adversaires politiques puissent d'abord accepter les verdicts dans un premier temps, même si ces élections, il y avait eu les deux tendances qui essayaient donc de pouvoir donc
De l'autre bord, il y avait eu la fraude. Mais tout compte fait, moi, je pense que c'est l'institution organisatrice de ces élections-là qui sort gagnant. Parce que, quelque part, lorsqu'on met ces institutions en place, la plupart du temps, nous n'avons pas cette habitude-là d'avoir confiance à ces institutions. Une fois, je pense que ce sont des jeux de couleurs, ou du moins les deux candidats sortis au premier tour qui essayaient donc de voir chacun qui avait donc de la fraude. Ça voudrait dire que la commission électorale a fait un boulot vraiment très remarquable et c'est cette commission-là qui sort gagnant de cette situation-là. Jeff, au-delà de la commission, il y a aussi le rôle très salutaire joué par la CEDEAO. Oui, vous savez, la CEDEAO ailleurs, on l'a toujours critiqué. Si au niveau de Bissau, la CEDEAO a joué un rôle fondamental. Je pense que c'est à l'actif des points positifs de la CEDEAO. Nous constatons des limites dans ces actions, mais si aujourd'hui on s'applaudit pour... Est-ce qu'il y a des limites ou bien des gens voudraient qu'elle... Non, vous savez, quand vous prenez les institutions internationales, il y a toujours des limites. Quand vous prenez l'ONU, par exemple, l'ONU a échoué sur des fronts qui n'a pas su concilier deux camps parfois sur des problèmes. Mais c'est vrai aussi que c'est un autre aspect de la chose quand les gens veulent que la CEDEAO ou bien fasse ce qu'eux, ils désirent. Là aussi, ça pose problème. Une institution internationale, on ne va jamais enflammer la situation, mais on arrive quand même à concilier les deux camps si ça ne va pas. Donc, du coup, on peut dire aujourd'hui que la CEDEAO a joué un rôle très important et l'essentiel est qu'on sort d'une situation qui amène la Guinée de nouveaux pas, qui doit amener tout ce pays à dire que nous venons de tourner la page pour une et donc, il faut s'inspirer de ces exemples et des institutions qui sont en charge de l'organisation d'une élection, comme Madame l'a dit tout à l'heure. Je pense qu'il faut féliciter des institutions si ça marche. Donc, il faut s'inspirer de ces exemples pour que dans d'autres pays africains aussi, qu'on en sorte victorieux au lendemain des élections. Germain, est-ce que c'est pas maintenant, par exemple, nous on se permet de l'appeler déjà le nouveau président, c'est pas maintenant que le plus difficile commence? Il est président, mais le Parlement qui domine. Il se retrouve un peu dans la situation de Félix Tshisekedi. Oui, c'est assez compliqué parce que le président, il est pratiquement obligé de nommer un premier ministre issu de la majorité parlementaire, donc il doit être quelqu'un de Pereira, et donc il y a forcément une cohabitation. Donc c'est courant. Dans lequel nous sommes, souvent hérités de la France, qui on a vu avec le temps de Chirac, de Mitterrand. Donc il y a eu la même situation et ça permet de partager le pouvoir. Je pense que c'est un régime parfois intéressant qui amène les gens à faire des concessions. Mais pour un pays qui veut sortir voilà, d'une crise... mais quand on sait que la crise dans ce pays a été souvent lié au poste de Premier ministre. Même avant l'élection, comment le président Bass a voulu virer le Premier ministre. Avant l'élection, il a fallu que la CEDEAO l'ONU interviennent pour mettre un peu d'ordre. Donc c'est un poste de Premier ministre qui est assez stratégique. D'ailleurs, le président entrant a été Premier ministre. Oui. Donc 2016 à 2018. Et va se retrouver dans une situation où il va composer avec finalement ceux qui sont dans l'opposition, mais qui sont autoritaires à l'Assemblée. Je pense qu'il a déjà dit, il va être un président qui va essayer d'être au-dessus. Là, l'essentiel, c'est d'arriver à rompre cette tradition malheureuse là dans ce pays qui voudrait que les gens arrivent au pouvoir par des coups d'État. Donc maintenant qu'ils sont élus, il va falloir qu'ils composent, connaissant bien le pays, ayant été Premier ministre, ayant été lui-même un l'armée domine assez la vie publique donc, de ce pays-là. Et donc, il pourra. Mais je crois que c'est le qu'ils ont choisi. Je vous propose d'arrêter. On va aller à la petite pause et on revient juste après.